La protection civile et les accidents domestiques, c'est le thème de la Journée mondiale de la protection civile célébrée aujourd'hui 1er mars. Ici au Mali, la sensibilisation est axée autour de la responsabilité de chacun dans la prévention des accidents domestiques. Rencontre ce matin entre le délégué général aux élections et la presse. Il en ressort que tout est fin prêt pour tenir les élections de 2012. Les listes électorales et cartes d'électeurs seront remises au ministère de l'administration territoriale le 25 mars prochain. Élection toujours au Sénégal, les tractions ont commencé pour le second tour. 3 candidats font la course en tête selon les résultats provisoires. Le président sortant Abdoulaye Wade avec plus de 35% des voix, Macky Sall plus de 26% des suffrages recueillis et enfin Moustapha Niasse avec environ 13% de voix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 1er mars. Merci de votre présence et bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, donc 1er mars, journée mondiale de la protection civile, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre cette journée. La commémoration s'est tenue autour du thème « La protection civile et les accidents domestiques ». Le but est de rappeler le rôle et la responsabilité de chacun dans la prévention des accidents survenant à la maison. Ibrahima Traoré nous en dit plus. Attention à l'électricité, au gaz, bref au feu dans les foyers. C'est l'alerte de la Journée mondiale de la protection civile. L'événement est célébré cette année autour du thème protection civile et les accidents domestiques. Les chiffres publiés un peu partout dans le monde sont alarmants. En 2011, au Mali, la Direction générale de la protection civile a enregistré 466 accidents domestiques ayant occasionné 58 morts et 115 blessés. L'imprudence, la négligence ou la malveillance de l'homme en sont les principales causes. La protection civile du Mali, conformément à ses missions régaliennes, reste à l'avant-garde de la prévention et de la réduction des risques de tout genre à travers ses activités de sensibilisation et de formation en direction des populations, mais aussi à travers une posture de réaction rapide. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, qui a représenté le Premier ministre, estime que cette journée est une occasion pour chaque citoyen de prendre conscience pour faire face au risque des catastrophes. Plus de vigilance dans les maisons par rapport à l'usage d'un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui bien usités dans nos familles, à savoir d'abord l'électricité, le gaz. Les parades doivent commencer par une bonne information de ceux qui travaillent dans les maisons, surtout des enfants, des aides ménagères qui sont au quotidien au contact des sources potentielles de risques. La situation actuelle interpelle donc la conscience collective. Tout le monde a intérêt à s'approprier davantage les messages de prévention des accidents domestiques pour maintenir dans les maisons un climat de sécurité, de sérénité et de réconfort. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali. Le diplomate a déclaré à l'issue de cette rencontre que la mise en place du nouveau Parlement de la Côte d'Ivoire n'est qu'une question de jours. D'autres sujets intéressants, la vie de nos deux nations, ont été aussi évoqués. Alpha Maïga, les détails. Après le Conseil économique, social et culturel, c'est au tour du président de l'Assemblée nationale, le professeur Diankounda Traoré, de recevoir ici la nouvelle ambassadrice du Mali au Canada. Comme elle n'a pas encore pris fonction, la future diplomate est venue prendre conseil auprès du locataire de l'hémicycle, nous a-t-elle dit. Quelques minutes avant, c'est le tour de l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire d'être reçu par le président de l'institution. Occasion pour les deux personnalités d'évoquer des sujets de coopération entre les deux pays, surtout la question du Parlement ivoirien. Un Parlement dont la mise en place n'est plus qu'une question de jours. Il y a eu des partiels le week-end dernier. Et les résultats vont être proclamés incessamment. Et après cela, l'Assemblée nationale accomplira les autres tâches pour pouvoir rentrer en fonction et soutenir l'action également du gouvernement qui est déjà à la tâche depuis longtemps, tout sous la haute autorité du président Alassane Ouattara. La série d'audiences s'est déroulée dans un climat
de parfaite compréhension. Lancement ce matin du projet d'assistance technique pour la gouvernance et la décentralisation budgétaire, financé à hauteur de près de 7 milliards de francs CFA. Le projet s'étend sur 5 ans. Il a pour objectif d'appuyer le processus de décentralisation. Il vise également à asseoir les finances publiques pour le renforcement des compétences des cadres. Mamadou Barayogo, reportage. Le projet d'assistance technique pour la gouvernance et la décentralisation budgétaire de la Banque mondiale vise à renforcer la gouvernance et la gestion des finances publiques dans le cadre de la décentralisation. Par ailleurs, la Banque formule 3 exigences majeures. Le premier point, c'est par rapport au caractère de test de ce projet-là en termes d'utilisation des procédures nationales. Deuxième mesure, ça, c'est par rapport à la planification stratégique. Donc, on a suggéré que vraiment, quand un projet démarre, c'est très important que les activités prévues dans le cadre du projet soient bien planifiées et que cette planification soit bien suivie en termes d'exécution de façon séquentielle pour qu'à la clôture du projet, on arrive vraiment à délivrer le service auquel on s'était engagé au départ. Ça, c'est le deuxième point. La troisième mesure, c'est par rapport à l'utilisation du cadre de résultats. Le pacte s'étend sur 5 ans, 2011-2014, avec un financement de près de 6 milliards de francs CFA. Cette deuxième phase du projet concerne les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Le projet est un grand apport à l'assainissement du secteur économique. Pour ce faire, le programme a été bâti essentiellement autour de 4 axes, à savoir le renforcement des capacités pour la gestion des finances publiques au niveau décentralisé, l'élaboration et la mise en œuvre de nouveaux outils de pilotage de la gestion des finances publiques dans les secteurs de l'éducation de base et de la santé, le renforcement du contrôle externe et la participation communautaire et enfin la coordination du projet. L'application correcte de ces politiques de développement suppose un engagement sans faille de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. 495 milliards de francs CFA, c'est la somme qui doit être mobilisée par la Direction générale des impôts cette année comme apport dans la balance commerciale, soit une augmentation de 68 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2011. Ces données ressortent d'une réunion organisée par la Direction générale des impôts ce matin, un engagement qui vise à mobiliser les moyens pour la croissance économique du Mali. Mohamed Diarra. Le monde des finances a donné rendez-vous à l'hôtel Timbuktu pour soutenir un secteur qui engrange des résultats appréciables au fil des années. L'assiette financière de la Direction générale des impôts sera élargie en 2012. La DGI s'assigne comme objectif cette année de recouvrer 495 milliards de francs CFA contre 427 en 2011. L'augmentation d'une année à l'autre est certes importante. Elle est à la mesure des besoins de financement du fonctionnement de notre État et du développement de notre pays et traduit aussi le potentiel de croissance de notre économie. Si notre conviction est quasi établie sur vos capacités à atteindre cet objectif, il nous semble toutefois opportun d'appeler votre attention sur la nécessité d'en peaufiner l'approche. Ce qui passe nécessairement par la mise en application de certaines réformes entreprises par la Direction générale des impôts. Ces réformes concernent la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe foncière, l'impôt sur les revenus fonciers et l'impôt sur la société. Cette session verra donc le lancement du plan stratégique 2012-2014 de la DGI. L'adoption d'une nouvelle vision dont la réalisation conférera à notre service le statut d'une administration fiscale citoyenne, moderne, engagée pour la réalisation de l'autonomie financière de l'État et pour l'offre de la meilleure qualité de service aux usagers, sera également un élément clé de notre forum. Cette nécessité s'impose à nous pour l'exécution parfaite de notre partition dans le cadre de la loi de finances 2012. Elle sera notamment un test majeur de notre juste réponse aux défis qui constituent la réforme relative à la suppression de la retenue à la source.
Pour donc maintenir le cap d'une administration de la TVA plus performante, la DGI procédera à la mise en œuvre des brigades mixtes entre les administrations financières. À l'ouverture des travaux, les intervenants ont salué les partenaires qui appuient la DGI dans sa mission. Il s'agit de coopérations canadiennes et françaises. Et désormais, à la Direction générale des impôts, les maîtres mots sont rigueur, engagement et intégrité. Le délégué général aux élections a rencontré ce matin la presse pour faire le point d'exécution des opérations de confection du fichier électoral. À travers des visites et un briefing, il ressort que tous les documents, à savoir les listes électorales et les cartes d'électeurs, seront remis au ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales le 25 mars prochain, la date butoir. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. À 2 mois des élections présidentielles et référendaires du Mali, la délégation générale aux élections est techniquement prête pour aller au scrutin prochain. Les documents qui relèvent de cette structure seront remis au ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales à la date indiquée, c'est-à-dire le 25 mars 2012. Voilà le constat fait par les nombreux journalistes auxquels le délégué général a fait le point d'exécution de la mise en œuvre du fichier électoral. Nous avons déjà terminer toujours les opérations de saisie des nouvelles inscriptions et nous avons pu effectuer à la date d'aujourd'hui à peu près 2 500 000 mouvements qui correspondent à des corrections et à des radiations. Je dis bien 2 500 000 qui correspondent à des corrections et à des radiations. Donc encore une fois, nous sommes à un niveau satisfaisant par rapport au chronogramme. Pour en arriver là, des dispositions techniques et matérielles ont été prises pour que les élections se passent dans la toute transparence et à la date indiquée. Nous avons acquis des gros serveurs avec des capacités de stockage importantes et des microprocesseurs rapides. Et nous avons acquis des lecteurs de code barre qui nous permettent d'avancer et qui nous évitent de faire beaucoup d'erreurs. Nous avons acquis 100 PC qui sont déployés dans les salles et 80 portables qui sont également déployés avec 25 imprimantes laser. Nous avons repris les modules de gestion que nous avons améliorés et de gestion du fichier électoral que nous avons amélioré, et nous avons également sécurisé tout le dispositif matériel et technique en mettant en place un système de vidéosurveillance et également en sécurisant le circuit électrique. Nous avons des difficultés qui sont liées surtout à la défaillance du système d'état civil, notamment le rapprochement des électeurs de leur bureau de vote. On avait mis en place un dispositif qui, normalement, à travers la création des fiches d'affectation, si ces fiches étaient bien remplies, là, cette année, les électeurs allaient être très proches de leur bureau de vote. Le délégué général aux élections et le président de la CENI doivent aller superviser la confection des cartes d'électeurs à partir de la semaine prochaine en Espagne. Donc nous devrons en principe recevoir les premiers arrivages à partir du 10 mars et la personnalisation doit commencer à partir du 12. La délégation générale aux élections a pour mission, entre autres, l'élaboration et la gestion du fichier électoral, la confection et l'impression des cartes d'électeurs, le financement des partis politiques ainsi que l'assistance à la CENI sur demande. Le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales rappelle aux invités et aux participants que la cérémonie officielle d'ouverture du séminaire sur la transparence électorale et le contentieux lié aux élections aura lieu demain, vendredi 2 mars 2012, à partir de 9h au gouvernorat du district de Bamako. Direction le Sénégal, où les tractations ont commencé pour le second tour. L'artiste Youssou N'Dour apporte son soutien à Macky Sall, qui a recueilli plus de 26% des suffrages au premier tour. Les partis de l'opposition en appellent à la population à barrer la route au président sortant, Maître Abdoulaye Wade. Cette poignée de main scelle un accord. Youssou N'Dour apporte son soutien à Macky Sall. Le célèbre artiste et homme d'affaires sénégalais s'engage à battre campagne à ses propres frais pour empêcher la réélection du président sortant, Abdoulaye Wade. Les Sénégalais ont voté 70% contre le pouvoir en place. Donc le changement, il est là.
D'après les chiffres publiés par le président de la Commission nationale de recensement des votes, Macky Sall obtient un peu plus de 26% des suffrages exprimés. Il devra affronter au second tour le président sortant Abdoulaye Wade, qui recueille près de 35% des voix. Moustapha Niasse arrive en troisième position avec plus de 13%. Ousmane Tanor Dieng est quatrième. Il totalise un peu plus de 11% des suffrages exprimés. Dans le camp du candidat socialiste, les consignes sont claires. Il faut barrer la voie à Abdoulaye Wade. Nous ne pouvons pas avoir combattu la candidature de Wade, juger sa candidature inconstitutionnelle et aujourd'hui envisager une alliance avec Abdoulaye Wade au deuxième tour. Donc ce n'est pas cohérent. Peu avant la proclamation des résultats, Macky Sall, sûr de sa qualification pour le second tour, avait dévoilé à Dakar une ébauche de son programme de gouvernement. Parmi les mesures annoncées figure la baisse des prix des produits de première nécessité et la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Si je suis élu pour 7 ans, je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. Et cette réforme qui limitera le nombre de mandats à 2 et la durée à 5 ans ne pourrait plus faire l'objet de modifications. Par cette mesure politique, Macky Sall tacle Abdoulaye Wade, son futur adversaire. Le président sortant avait fait le forcing pour briguer un troisième mandat. Le 4 mars prochain, la Fédération de Russie élira son président. 5 candidats sont en lice. Celui qui est le plus en vue est l'actuel Premier ministre Vladimir Poutine, qui avait déjà occupé les fonctions de président en 2000 et 2008. À cette occasion, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali nous a accordé une interview au micro de Oumar Kourechi. Le diplomate situe les enjeux de ce scrutin et lance un appel à la communauté russe vivant au Mali pour faire valoir son droit civique. Un centre de vote sera ouvert de 9h à 20h à l'ambassade de la Fédération de Russie au Mali, 6 à Nyarela, nous précise Alexis Doulian, ambassadeur de la Fédération de Russie. L'enjeu principal, c'est qu'on va élire le chef de l'État. Cette fois, c'est la première fois qu'on élit le chef de l'État pour 6 ans. Avant, c'était pour 4 ans. C'est déjà une nouveauté. Et puis, quand même, il s'agit d'un grand pays et évidemment, beaucoup dépend de la personnalité du chef de l'État. Bon, il y a à l'heure actuelle 5 candidats en lice et un des mieux placés, c'est l'actuel Premier ministre, ancien président Vladimir Poutine, qui est représenté par le parti Russie Unie. Quant à l'actuel président, Dmitry Medvedev, il sera probablement le Premier ministre si Poutine est élu président. C'est un accord qui a été déjà passé entre les deux hommes et de concertation avec le parti. Vous êtes ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Et comment donc s'organise cette élection dans votre juridiction ? Eh bien, on va installer, comme on a fait au mois de décembre pour les élections à la Douma d'État, un bureau de vote ici à l'ambassade. Je profite de cette occasion pour m'adresser à tous les citoyens russes qui m'écoutent, qui m'entendent, pour qu'ils viennent pour faire valoir leurs droits civiques. Et le bureau de vote sera ouvert de 9h à 20h, heure locale. Donc, nous espérons que ce vote sera actif et que tous les citoyens russes qui sont ici au Mali auront la possibilité vraiment de s'exprimer par cette voie. Voilà, le centre de vote qui sera ouvert de 9h à 20h à l'ambassade de la Fédération de Russie au Mali, 6 à Nyarela. Démarrage ce matin à Bamako du forum multi-acteurs de la gouvernance au Mali. L'État au Mali, fonctionnalité, capacité et crédibilité, c'est le thème du forum. Les débats porteront également sur plusieurs sous-thèmes, notamment la définition, la genèse et le rôle de l'État malien. La rencontre est organisée par l'Institut Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Pour plus de précisions, écoutons le commissaire au développement institutionnel. Il est au micro de Agali Ag Aguissa. La pause déjeuner
Le forum multi-acteurs est un espace d'échange, de discussion, où des Maliens, des étrangers, des personnes de bonne volonté qui viennent de divers horizons se retrouvent pour discuter, échanger, confronter leurs points de vue, leurs idées sur des problématiques qui intéressent notre pays, qui intéressent l'Afrique. La question du rôle de l'État, de son périmètre d'intervention, certains voient un État recentré sur ses missions régaliennes, d'autres voient un État qui doit satisfaire aux besoins sociaux, d'éducation, de santé et autres. Si ces questions de périmètre d'intervention de l'État sont discutées, en revanche, tout le monde est d'accord sur la nécessité aujourd'hui d'avoir en Afrique des États capables d'assurer pleinement, avec efficacité, leur mission. Donc cela amène à s'interroger sur les formes d'organisation des États, États décentralisés, États fédéraux, États centralisés, avec les différents mécanismes d'intervention de l'État, avec des États dédiés à la satisfaction des usagers de l'administration. Donc c'est ça la pertinence de ce débat-là aujourd'hui. Sur un tout autre plan, une dizaine d'organisations féminines en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille décident de soutenir nos forces armées et de sécurité. Elles ont lancé hier une campagne de solidarité envers les familles de nos vaillants soldats qui se battent au front. Une initiative du réseau des femmes pour la paix, de celui des femmes opératrices économiques, du groupe pivot droit et citoyenneté des femmes et du ministère en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les fonds collectés seront remis au Premier ministre le 10 août prochain pour acheminement. Lancement fait hier. L'ONG Afrique World Lutheran Relief, en collaboration avec le Fonds de solidarité nationale, a remis aujourd'hui un important lot de matériel au collectif des ressortissants du Nord. Un don d'une valeur de plus de 66 millions de francs CFA. Fatoumata Kone était à la cérémonie de remise. Ce don est composé essentiellement de couvertures, de pâte dentifrice, de kits de toilette, de moustiquaires imprégnés, entre autres. D'une valeur de près de 67 millions de francs CFA, cette donation est l'œuvre de l'ONG Afrique World Lutheran Relief, en collaboration avec la Croix-Rouge. Ce matériel couvrira les besoins des populations déplacées du nord du Mali. Cette manifestation de solidarité prouve, si besoin en était, que nous sommes tous de ce pays œuvrons ensemble pour le développement du Mali. Donc cette générosité agissante nous va droit au cœur parce qu'il s'agit là de dons destinés à des populations maliennes qui ont été déplacées par le fait de la crise qui est survenue au nord de notre pays, pour laquelle crise d'ailleurs tout notre peuple prie. Donc cette marque d'attachement de cette ONG est à saluer et à reconnaître à sa juste valeur. Le président du collectif des ressortissants du Nord se réjouit de cet acte de solidarité envers les populations déplacées. Il a rassuré les autorités présentes à cette cérémonie que le don parviendra au destinataire. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des personnes qui ont trouvé la mort au nord du Mali. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction de la Guinée-Conakry veut s'inspirer de l'expertise malienne en matière de logements sociaux. C'est dans ce cadre qu'une délégation conduite par son secrétaire général séjourne depuis le 27 février dernier dans notre capitale. Après des séances de travail avec les services techniques du ministère du Logement du Mali, elle a été reçue aujourd'hui par le chef du département. Rencontre au cours de laquelle le document de synthèse de la mission a été examiné et adopté par les deux parties. Auparavant, une visite guidée a conduit hier la délégation guinéenne sur certains sites des logements sociaux de Kati et du district de Bamako. Et Fademba Keïta, compte rendu. Cette rencontre de la délégation guinéenne avec le cabinet du ministère du Logement, des Affaires foncières, de l'Urbanisme est le couronnement de 5 jours de missions effectuées par la partie guinéenne intermalienne. Une rencontre qui porte sur l'examen et l'adoption du document de synthèse de la mission d'étude de la délégation du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction de la Guinée au Mali.
Ce document est la synthèse des séances de travail effectuées avec les agents de la Direction nationale des domaines et du cadastre, de la cellule de confection du cadastre de Bamako, des promoteurs immobiliers et d'autres structures du pays. Nous avons eu droit à tous les égards, à toutes les prévenances, à toutes les séances de travail pour nous informer du mieux possible sur l'expérience malienne en termes de gestion foncière, d'urbanisme et de promotion immobilière. Cette visite concrétise les relations d'échange et de partenariat existants entre les deux pays. L'un des objectifs, ou en tout cas quelques-uns des objectifs que nous recherchons aujourd'hui, c'est l'assainissement de la gestion domaniale et foncière, la sécurisation foncière et la promotion des investissements. Alors ces échanges nous ont permis, au niveau de tous les services, de faire le tour de toutes ces questions. Auparavant, une visite guidée a conduit les hôtes sur certains sites de logements sociaux de Kati et du district de Bamako. Au niveau du site de Ouadou-Sikoro de Kati, ils ont vu comment sont conçus les 350 logements de type F4 et F3. Les logements sociaux de Irimadio et de Tabakoro ont été la dernière étape de cette visite. Une stratégie nationale de logement appréciée par la délégation. Ce que nous avons vu est impressionnant. Impressionnant en termes de qualité, impressionnant en termes de quantité. Et bref, je pourrais dire qu'il y a un grand professionnalisme, n'est-ce pas, qui se concrétise à travers la ville de Bamako. De 2003 à ce jour, ce vaste programme national initié par le président de la République Amadou Toumane Touré, exécuté en 3 tranches, a permis de loger plus de 70 000 personnes tout en créant plus de 90 000 emplois directs et indirects. Sortie de terrain hier du ministre des Logements sociaux, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, accompagné de son homologue chargé de la décentralisation, Yacouba Diallo, a visité un espace vert de l'ACI 2000 de Bakodjikourouni. Les résidents du quartier en appellent au gouvernement pour une bonne application de la loi. L'espace vert en question fait l'objet de morcellement, une chose strictement interdite par la loi. Les détails dans le journal de demain. Réunion d'information cet après-midi sur les mesures prises pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. L'information du jour portait sur l'exonération sur l'importation du riz qui prend effet à partir de ce 1er mars. La réunion était présidée par le ministre de l'Industrie, des Investissements et du Commerce, Sahaba Sissoko. Le gouvernement vient d'accorder aux opérateurs économiques habilités une exonération de la TVA sur l'importation du riz. Une exonération sur la période du 1er mars au 31 mai 2012. Cette initiative vise à augmenter l'offre sur le marché car d'ores et déjà les stocks sont en baisse. L'initiative est cependant accompagnée de mesures appropriées. Parmi celles-ci, les prix de vente fixés à 330 francs le kilo pour les grossistes et 355 pour les détaillants. Le ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, Sangaré Nyamotoba, rassure également que les produits importés seront de bonne qualité. La douane va laisser rentrer tout le riz pendant cette période, toutes les quantités qui vont venir. Celui qui veut importer 1000 tonnes et qu'il a la capacité de 1000 tonnes, il peut le faire. Celui qui veut importer 1 million de tonnes, s'il a la capacité financière et remplit toutes les autres conditions, aussi peut le faire. Nous n'avons pas plafonné, nous avons ouvert, mais seulement on a limité dans le temps. C'est pour permettre vraiment de constituer des stocks importants. Nous allons faire des visites de magasins, comme on l'a fait pour le mois de Ramadan. C'est pour voir, aller vérifier de près qu'est-ce qu'ils ont comme qualité de riz. Parce que les qualités seront déjà annoncées dans le cahier de charges. Il s'agit de s'assurer qu'il s'agit bien de cela. D'autres produits tels que le maïs feront l'objet d'exonération dans un avenir très proche. Les pourparlers sont en cours. Les opérateurs économiques ont pour leur part affirmé leur volonté de respecter leur engagement vis-à-vis de leur principal partenaire qui n'est autre que l'État. Le directeur national de la BCEAO a remis cet après-midi les clés d'un véhicule au ministère de l'Économie et des Finances, ce dont provient des ressources mises à la disposition de la BCEAO par le Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du projet Afrique 17 d'une valeur de 24 millions de francs CFA. Le véhicule est destiné à renforcer la supervision du secteur de la microfinance dans l'espace UEMOA.
Faire du Mali une puissance agricole pouvant assurer la sécurité alimentaire des populations. C'est l'objectif du projet institutionnel d'appui aux 2 sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. Le ministre de tutelle vient de procéder à son lancement. Le projet doit permettre la mise en place de mécanismes de coordination interne avec les partenaires techniques et financiers. Adama Tangara. Le projet d'appui institutionnel du ministère de l'élevage et de la pêche qui vient d'être lancé a pour objectif de faire du Mali une puissance agricole sous-régionale où les secteurs de l'élevage et de la pêche sont un moteur de l'économie nationale. Il doit pouvoir assurer la sécurité alimentaire des populations urbaines et rurales et générer des emplois et des revenus significatifs dans une logique de développement durable, respectueux de l'environnement. Le projet permettra donc au ministère de l'élevage et de la pêche d'améliorer en particulier ses services d'appui à la politique sous-sectorielle de coordination et de suivi-évaluation qui vont être opérationnels et efficaces. Le projet d'appui institutionnel au ministère de l'élevage et de la pêche n'est pas un cabinet bis, n'est pas un ministère bis. C'est un instrument qu'on a essayé de mettre en place pour améliorer les performances du ministère de l'élevage et de la pêche et assurer la prise en charge de toutes les activités régaliennes qui ne sont pas actuellement assurées par le ministère. Donc en d'autres termes, le projet va être vraiment une structure de facilitation pour permettre effectivement au ministère de l'élevage et de la pêche à atteindre ses objectifs, à bien conduire sa mission et notamment par rapport aux responsabilités régaliennes. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter beaucoup de succès et les réitérer toute notre disponibilité à les accompagner et à leur dire également combien sont grandes les attentes non seulement du cabinet, mais les attentes de l'ensemble national aux résultats, vraiment donc aux efforts de promotion que notre département doit proposer. À partir de ce projet, le ministère de l'élevage et de la pêche disposera de 2 documents de politique pour les 2 sous-secteurs, élevage et pêche, et d'une capacité renforcée de développement des stratégies opérationnelles. Le comité de pilotage du projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des pauvres et des couches vulnérables à travers les collectivités décentralisées dans la zone lacustre de Tonka tient depuis ce matin son conseil d'administration. En plus des documents adoptés, les membres du comité vont également se déterminer quant à la problématique de financement du projet. Nando Dabélé, compte rendu. 215 425 728 francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2012 du projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des pauvres et des couches vulnérables à travers les collectivités décentralisées dans la zone lacustre de Tonka. Un budget qui va sans doute soutenir la mise en œuvre de nouvelles stratégies élaborées. Le contexte dans lequel est placé ce comité est assez important. Il s'agit de partager, n'est-ce pas, avec les bénéficiaires ce que nous sommes en train de faire sur le terrain et ce qu'ils veulent qu'on fasse aussi sur le terrain parce que rien ne peut se faire sans eux. Très ambitieux, ce projet a été initié par le ministère de l'élevage et de la pêche afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans la zone lacustre couvrant les cercles de Gundam, Diré et Nyafenke, et cela pour les spécificités climatiques engendrant des difficultés d'alimentation pour le bétail. C'est pourquoi, outre la promotion des activités génératrices de revenus, les activités du projet sont essentiellement axées sur l'alimentation et l'hydraulique pastorale. Pour ce faire, l'accent est mis sur la construction ou la réhabilitation des puits pastoraux, la régénération des bourgoutières et la construction d'infrastructures pastorales. Les administrateurs vont non seulement adopter le programme d'exécution technique et financière 2011, celui de 2012, mais aussi ils vont réfléchir sur la problématique de financement du projet. Le Mali a besoin de 105 000 tonnes pour combler le déficit de production annuelle de blé. C'est l'une des principales informations qui ressort de la 8e session du comité de pilotage du projet Alkama tenu ce matin ici à Bamako. Les membres du comité ont également parlé du taux d'exécution du projet Alkama dans la région de Tombouctou. Ce projet de 3 milliards de francs CFA dure 5 ans. Il a démarré en 2008 et s'achève en 2013, nous informe Mohamed Diarra.
Le besoin annuel du Mali en blé est estimé à 120 000 tonnes. Notre pays ne produit que 13 à 15 000 tonnes de blé par an. L'écart est suffisamment grand. C'est dans le souci de combler ce déficit abyssal qu'est né le projet Alkama à Tombouctou, fruit de la coopération Mali-Royaume de Belgique. Le projet Alkama, qui est aujourd'hui à sa 4e année d'exécution, doit prendre fin en 2013. Les membres du comité de pilotage sont donc réunis pour une évaluation des activités réalisées. À l'heure actuelle, c'est un objectif de 600 hectares qu'on doit réaliser. En périmètre irrigué villageois, nous sommes déjà à 690 hectares. Donc, en plus de cela, nous avons construit 8 magasins de stockage. Bon, en plus de cela, il y a également, dans le cadre du renforcement des capacités des organisations paysannes, nous avons procédé à de multiples formations, aussi bien pour les agents que pour les organisations paysannes. L'impact du projet est donc perceptible dans la région de Tombouctou. Les habitudes alimentaires ont changé. La production du blé a aussi augmenté, toute chose qui a permis la création des activités génératrices de revenus. Il y a des investissements de transformation en termes de décortiqueuses, de batteuses et d'autres accompagnements qui font que les gens s'intéressent de plus en plus. Parce que le gouvernement veut qu'on associe les légumes tels que la pomme de terre, l'igname, les patates, etc. pour renforcer l'éternel riz et mil. Mais au niveau de Tombouctou, je crois qu'il y a des espaces convenables. Ils viennent de nous doter en 23 groupes motopompes que les producteurs ont fortement appréciés, qui vont renforcer nos capacités de production. Cet exemple de coopération entre la Belgique et le Mali est salutaire à plus d'un titre. Le projet Alkama permet de diversifier la production agricole. Raison pour laquelle le partenaire technique belge nous appuie pour faire la promotion du blé dans la région de Tombouctou, pour que la campagne qui est en cours puisse se passer dans les meilleures conditions. Le projet Alkama a tout de même connu des difficultés qui ont ralenti l'avancement du processus. Au nombre de ces difficultés figure la lenteur dans la procédure de passation des marchés. Les autorités régionales déclarent avoir pris bonne note de cette difficulté majeure. L'objectif ultime étant de permettre au projet d'atteindre un taux appréciable d'ici 2013, date officielle de la fin du projet. Conseil d'administration de la Maison africaine de la photographie, le projet de budget 2012 de l'établissement public à caractère scientifique est estimé à environ 176 millions de francs CFA. C'est le secrétaire général du ministère de la Culture, Al-Hadi Goïta, qui a ouvert les travaux. Moïse Traoré, compte rendu. Le projet de budget 2012 de la Maison africaine de la photographie, MAP, est d'environ 176 664 000 francs. Au cours de leur 9e session ordinaire, les administrateurs de l'établissement public à caractère scientifique, technologique et culturel se font expliquer la pertinence des activités programmées. Dans le contexte actuel, vous avez deux enjeux majeurs. Vous avez d'un côté une technologie qui évolue sans cesse, et vous avez aussi en ce qui concerne l'art contemporain des tendances, des courants qui se développent à travers le monde. Ce que nous souhaitons donc à travers ces regroupements, c'est que nos photographes artistes, qu'ils soient non seulement au courant de l'évolution technologique, mais qu'ils trouvent les ressources nécessaires pour s'y adapter, mais aussi être au courant de ce qui se passe ailleurs. En ouvrant les travaux, le secrétaire général représentant le ministre de la Culture fait remarquer que le contexte est marqué par de nouveaux défis nés de l'intérêt croissant des Maliens pour le patrimoine photographique. Aussi, cette année, 50% du budget seront consacrés aux dépenses liées à l'organisation d'expositions et à l'animation artistique. Selon Moussa Konaté, le directeur général de la Maison africaine, il s'agit entre autres des 101 photographies résultant de la 3e édition de l'atelier photo-création de Gao qui a eu lieu du 20 au 27 juillet 2011. Les œuvres des 15 photographes qui y ont pris part seront exposées à Bamako avant la capitale régionale. Quant aux images de la dernière biennale artistique et culturelle à Sikasso, elles seront présentées à Mopti lors de l'édition 2012. Les activités d'archivage vont permettre la collecte de clichés relatifs à la période coloniale et aux premières années d'indépendance. En 4e région, le comité de pilotage du projet de renforcement des capacités pour une agriculture durable, PRECAT 2, a tenu sa première session hier à Cinzana. Les membres ont examiné les résultats de la campagne 2011 et le plan d'opération 2012 du projet. Fousseini Samaki.
Au cours de cette session du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités pour une agriculture durable phase 2, les membres ont examiné le point d'exécution de l'exercice 2011, le plan d'opération 2012. Les organisations paysannes, les partenaires et acteurs du projet ont échangé sur, entre autres domaines, les semences, les céréales, les plantations, le lait, les caisses des femmes et les boutiques d'intrants agricoles. Il faut dire quand même qu'il y a des acquis assez intéressants à consolider. Alors, même si encore il y a beaucoup à faire, en termes surtout de remontée de l'information des coopératives de base vers les unions. Mais je pense que nous devons encore renforcer les plateformes des acteurs des filières céréales. Au niveau de ces plateformes, vous avez les producteurs, vous avez les commerçants, vous avez les transformateurs, les transformatrices, vous avez les transporteurs, les banquiers. Vraiment, c'est un cadre qui permet d'instaurer la confiance entre les différents acteurs. Pour les partenaires du projet, l'objectif visé est l'augmentation des revenus des producteurs qui s'inscrit dans la politique de la sécurité alimentaire du Mali. En prenant les variétés, aujourd'hui, presque toutes les exploitations utilisent les variétés améliorées produites par la recherche agricole malienne, et spécifiquement la station de Senzana. Moi, je suis en tout cas satisfait et c'est dans ce contexte-là que la Fondation est en train de préparer une nouvelle phase du projet, mais cette fois-ci, on va aller au-delà des communes de Senzana et de Katiena pour prendre le bassin de production de la région de Ségou. Notons que le projet de renforcement des capacités pour une agriculture durable phase 2 intervient dans les communes de Senzana et Katiena. Il vise l'accroissement de la production et de la productivité des 99 villages de ces deux communes. Fin dans le cercle de Kangaba du projet d'appui à la petite enfance, plus de 86 millions de francs CFA. C'était le coût de ce projet de l'ONG Plan Mali. C'est en mars 2011 que le dit projet a démarré. Il a réalisé plusieurs infrastructures, notamment 4 centres de développement de la petite enfance. C'est à Nyanakanabougou, non loin de Kangaba, que la cérémonie de clôture du projet s'est déroulée en présence de nos envoyés spéciaux Tchemoro Konate et Massadoumbia. En matière d'épanouissement de l'enfance, l'ONG Plan Mali a consenti des efforts remarquables dans diverses localités du pays. Cela à travers l'élaboration et la mise en œuvre de nombreux projets. Le projet d'appui à la petite enfance dans le cercle de Kangaba, qui en est un, a réalisé 4 centres d'accueil à Tegekoro, Nyakanambogo, Nyambali et Tabou. Ces centres sont dotés de balançoires et d'autres instruments de jeu permettant aux enfants de se recréer. À ces infrastructures s'ajoute la formation des acteurs de l'école. Ces actions de Plan Mali visent à accroître le taux de scolarisation des enfants à hauteur de 70% d'ici à l'horizon 2016 et à améliorer la qualité de l'éducation. Une initiative vivement saluée par les autorités locales. Les parents des enfants ici présents leur témoignent de tous leurs remerciements car sont tous conscients qu'aider les enfants à bien et mieux grandir est une œuvre humanitaire grandiose. Je voudrais vous inviter, vous, membres de la communauté, à vous investir davantage dans la recherche de moyens permettant de consolider les acquis au profit du bien-être de nos enfants. Outre ces actions, les responsables de l'ONG envisagent la réalisation des forages dans la localité pour favoriser l'accès d'un plus grand nombre de personnes à l'eau potable. Dans ces quelques jours, nous attendons la réalisation de 2 forages dans le centre de Nyambali et de Tegekoro, la réalisation d'un film documentaire dans les 4 CDPE, la formation et l'appui des réparateurs locaux des pompes. Le plan exhorte les communautés à une bonne gestion des infrastructures et les encourage à plus d'attention pour le développement de la petite enfance. Le 20 mars 2012, le plan fêtera son 75e anniversaire au service de l'enfant à travers le monde entier. Le projet d'appui à la petite enfance qui a démarré en mars 2011 a duré 11 mois. Son coût s'élève à plus de 86 millions de francs CFA. À la Cour suprême ce matin, cérémonie de départ à la retraite de 4 agents. Il s'agit de Maître Bintou Maïga, Maître Amadou Mohamed Touré, David Dako et Ouena Niaré. Le porte-parole des retraités a, au nom de ses camarades, remercié tout le personnel. Et le président de la Cour suprême a aussi remercié les partants pour leur dévouement à la tâche. Nouhoum Tapili ajoutera que la retraite ne saurait être la fin de la vie active et qu'ils seront sollicités à chaque fois que cela sera nécessaire.
à la cérémonie de départ à la retraite ce matin à la Cour suprême. Opération de distribution de vivres dans 6 communes de la région de Caille. C'est dans le village de Fegui, commune de Tassirga, que l'initiative de la Croix-Rouge a été lancée. D'importantes quantités de vivres seront distribuées gratuitement aux populations touchées par l'insécurité alimentaire. L'opération coûtera plus de 80 millions de francs CFA. Mahamadi Alioubari, correspondance. La Croix-Rouge malienne vient au secours des populations de la commune de Fegui pour les aider à faire face à la crise alimentaire. Au cours de cette opération humanitaire dont le lancement a eu lieu à Fegui, elle va distribuer 40 tonnes de riz, d'huile, de sucre et de sel iodé dans 6 communes. Suite à une crise au niveau de la région, que nous avons convoité un fonds qu'on appelle le DREF au niveau de la fédération à Dakar. Bon, ce fonds, nous l'avons obtenu. Nous avons, avec l'appui des autorités régionales, nous avons décidé de venir aux populations, donner le minimum. Près de 80 millions de francs CFA, c'est le montant injecté dans cette opération qui concernera les communes de Fegui, Goutoumé, Kotira, Goutoubé et Sangalou. C'est la raison d'être de la Croix-Rouge d'assister les personnes en situation difficile. Et notamment, nous luttons contre les souffrances, nous essayons d'empêcher les souffrances, mais au cas échéant, on vient pour une assistance d'urgence. Nous nous sommes basés sur les statistiques du SAP, le système d'alerte précoce, mais aussi nous avons envoyé une équipe sur terrain pour faire une évaluation un peu approfondie pour savoir les zones les plus touchées. Le maire de Fegui, aussi bien que le chef de village diront que cette opération vient à point nommé, si l'on sait que la campagne agricole a été déficitaire cette année. Après Caille, des opérations similaires seront organisées par la Croix-Rouge malienne dans les autres régions. Et lancement donc qui a eu lieu dans le village de Fegui, commune de Tafassirga. Les membres du club Ahmed Sékou Touré étaient dans le cercle de Nioro du Sahel, dans les villes de Nioro et Tunkumbe. Ils ont mené une série d'activités. Il s'agit de soins de santé gratuits aux populations, de reboisement de certains lieux publics, entre autres. Adama Koulibaly est notre envoyé spécial. Le club Ahmed Sékou Touré est une organisation associative qui défend les idées du premier président de la Guinée-Conakry, Ahmed Sékou Touré. Le club organise des conférences débats sur la vie d'Ahmed Sékou Touré et tous ceux qui se sont investis pour la liberté et le développement en Afrique. Cheikh Amaoula de Nioro est parmi ces hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Voilà bien des décennies que les Africains ont baissé les bras, pensant que d'autres viendront nous donner un bonheur illusoire. C'est pourquoi tous les patriotes maliens sont interpellés par les problèmes que connaît notre pays. C'est pourquoi à Nioro, le vice-président du club, le professeur Modibo Diakité, historien, avant de faire un rappel des activités exécutées par le club entre 2009 et 2010, a fait une communication sur la vie de ce grand marabout qui a été combattu par le colon. Une communication qui a été appuyée par le shérif de Nioro Mbouye, le fils de Cheikh Amaoula. Le club Ahmed Sékou Touré, parallèlement à cette conférence, a mené des activités de reboisement dans le cadre de la protection de l'environnement. Et c'est la cour de l'Institut de formation des maîtres de Nioro qui a été le lieu choisi. Qui dit Ahmed Sékou Touré dit développement de l'Afrique. Ahmed Sékou Touré a des idées qui vont dans le sens du développement de l'Afrique. Il a toujours appelé les Africains à se prendre en charge, à se battre pour notre devenir. Venir planter des arbres au niveau de l'IFM de Nioro est un grand plaisir parce que nous sommes dans le Sahel. Planter des arbres dans le Sahel, c'est toujours un plus. Nous savons aujourd'hui que le plus grand défi que l'humanité affronte, c'est le défi d'environnement. La ville de Nioro n'était pas la seule localité visitée par le club. Les populations de Tronkoumé ont bénéficié des soins gratuits. Un acte de solidarité du club rendu possible avec l'appui des médecins cubains dans le partenariat entre le club Ahmed Sékou Touré et l'ambassade de Cuba au Mali. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, formation continue. Demain, pour le journal de 20h, vous serez avec Sira Bachili. Bonsoir à tous.